Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire destiné à la formation à distance et à l'accessibilité numérique. Donc ce webinaire est prévu durant 1 heure. Il y aura un temps d'échange et de questions-réponses à l'issue de ce webinaire. Donc on attend quelques petites secondes que les derniers participants se joignent à nous et on va commencer dans quelques secondes. Pour commencer, on va se présenter. Donc moi, je m'appelle David Costa, je suis consultant formation digitale chez Expert Team Easy. Je suis accompagné aujourd'hui de Mélina Dagan, qui est notre Bonjour. directrice artistique. Et du coup, on va échanger autour de l'accessibilité à travers 3 parties. Alors, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va d'abord introduire la partie accessibilité numérique, de quoi il s'agit, quels sont les enjeux et quelle est la réglementation associée. Ensuite, Mélina va présenter les éléments qui permettent de rendre un module de formation plus accessible, voire accessible. Et on terminera du coup, avant les questions et réponses, par évoquer des acteurs clés du secteur de l'accessibilité et les différents prix et prestations associées. Donc, pour commencer, on va parler de ce qu'est l'accessibilité numérique. Alors c'est une mélodie qu'on entend beaucoup en ce moment. C'est lié en fait, à la réglementation qui impose, des obligations, de proposer des contenus, numériques accessibles. Donc, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité, numérique? C'est rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par tous. Quand on dit tous, c'est vraiment, au sens large, c'est toute la population, même la population, qui peut avoir des problèmes, physiques, mentaux, visuels, auditifs, même si ça concerne une partie, moins importante de la population. L'objectif, en fait, c'est de s'inscrire dans une démarche d'égalité, vaste, et aussi d'inclusivité. L'inclusivité, du coup, c'est le fait, de s'adresser, à tout le monde, d'accepter, de favoriser, de défendre toutes les personnes, même si elles ont un genre, une orientation sexuelle, une apparence physique, différente de la majorité. Donc c'est des thématiques qui sont très importantes, parce que ça permet, à tout le monde d'avoir accès à l'information, de réaliser à peu près les mêmes choses, de la même manière. Et de s'assurer en tout cas de l'égalité entre les personnes. Donc, d'un point de vue de la situation et les différents enjeux en France, pour vous donner un petit peu de la visibilité et quelques chiffres, l'idée est de s'assurer que les gens puissent travailler et aient la capacité de se former dans n'importe quelle circonstance et pour l'ensemble des salariés. On considère qu'il y a à peu près 24% de la population active qui est en situation de handicap selon l'INSEE et la plupart des handicaps, en fait, sont assez invisibles. Il y a des handicaps on peut considérer différentes formes de handicap. Il y en a qui sont très visibles, hein, une personne en fauteuil roulant par exemple, mais il y a des handicaps qui sont beaucoup plus sournois ou invisibles. Il y a des personnes qui ont des troubles dyslexiques par exemple, ou qui ont des complications liées à un diabète. Donc ce ne sont pas des choses que l'on remarque, mais le handicap est quand même existant. Au-delà du fait, par exemple, que il y a des personnes qui ont des difficultés à lire ou à entendre. Ça, ce sont les handicaps les plus courants et visibles. Mais il y a aussi une majorité en fait de handicaps qui sont strictement invisibles. Dans les entreprises, en fait, il y a des obligations et la part des salariés en situation de handicap doit au moins représenter 6% des effectifs totaux de l'entreprise.
vous le savez certainement, mais le cas contraire, les entreprises doivent reverser une contribution annuelle à l'État. Il est assez rare d'avoir 6% des effectifs dans une grande entreprise avec des personnes en situation de handicap. L'idée, en fait, c'est que les choses qui sont mises en place petit à petit avec l'accessibilité numérique facilitent aussi en entreprise le recrutement de personnes en situation de handicap, au-delà des adaptations qu'il peut y avoir sur le poste de travail. Selon le handicap, du coup, une personne peut avoir besoin d'équipements spécialisés complémentaires pour utiliser un ordinateur, parce que l'ordinateur est la base, du coup, pour travailler sur son poste de travail et aussi pour consulter des modules de formation. Donc, il peut y avoir besoin d'acquérir un casque audio, des lecteurs d'écran, on en parlera un petit peu plus tard, des plages braille, ce genre d'équipement. Il peut y avoir aussi des joysticks, des souris spécialisées. Cela dépend naturellement des handicaps. Alors, comment rendre plus accessibles ces modules e-learning? On va le voir. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place du point de vue de l'accessibilité numérique, et notamment en termes de règles et de réglementation et de normes. Bon, il y a différents référentiels qui encadrent les règles d'accessibilité. Il y en a certains que vous connaissez peut-être déjà ou dont vous avez certainement entendu parler. Il y a le RGAA, qui est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, qui est reconnu à l'international et qui permet de s'assurer de la conformité des contenus pédagogiques. Le WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, qui est une norme ISO qui est internationale. La plupart du temps, en fait, les outils auteurs qui permettent de créer des modules se réfèrent à cette norme-là, qui liste 106 critères de test de conformité et d'accessibilité. 106 critères, en fait, ça fait une liste de cases à cocher qui est très, très, très importante. Et pour chacun de ces critères, en fait, il y a une manière de répondre. Soit l'outil est totalement conforme, soit il est partiellement conforme. Dans ce cas-là, il faut indiquer de quelle manière il peut être conforme ou sous quelles conditions. Et quelquefois, les outils qui sont utilisés ne sont pas conformes à tel ou tel critère, donc il faut aussi l'indiquer. Le WCAG, en fait, évolue chaque année, donc il évolue avec des numéros de version, et on attribue, en fonction des critères qui sont définis, une note entre A, AA et AAA, en sachant que AAA indique que même les critères les plus spécifiques et détaillés, du coup, sont conformes. Et pour chacune de ces éléments d'échelle, du coup, les outils indiquent, lorsqu'ils affichent du coup leurs résultats, ils indiquent de quelle manière ils se conforment à ces règles ou non. Donc, on va parler du coup de formation. Les outils auteurs comme les CMS ou les LMS, qui sont les plateformes, ont des obligations du coup de rendre la création de modules accessibles, et certaines publient du coup les résultats qu'ils ont obtenus. Alors, j'ai pas réussi à obtenir du coup la conformité au WCAG pour Genially, mais on voit par exemple que Adobe Learning Manager, qui est le nouveau nom de Captivate, eux arrivent à se conformer au WCAG 2.1 avec des niveaux A et AA. Donc, selon les critères, du coup, soit ils sont de niveau A, soit ils sont de niveau AA. Moodle a, lui, sur le WCAG 2.1, un niveau AA, tout comme Rise et Elucidate. Storyline, lui, a indiqué ses éléments de conformité avec le WCAG 2.2, et il est AA également, en sachant que dans l'outil idéal, qui n'existe pas,
encore, en fait, pourrait se référer au WCAG 4.1.2, c'est-à-dire que c'est l'ultime version WCAG qui est mise à jour, on va dire, régulièrement, avec un niveau AAA. Donc, vous voyez, on est encore très très loin d'avoir des outils qui sont capables d'être conformes aux 106 critères de manière, j'allais dire, unilatérale et en conformité totale avec toutes les règles qui sont proposées. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'inscrire du coup dans absolument toutes les règles, mais petit à petit, en fait, il faut améliorer la conformité pour s'assurer du coup d'être en mesure de toucher le plus de monde possible. Donc même si on va dire les outils auteurs du coup ne sont pas conformes avec tous les niveaux d'exigence, il faut savoir qu'il y a certains éléments qui sont particulièrement difficiles à atteindre et que quelquefois en fait il n'est pas possible techniquement, en tout cas pour l'instant, on est en 2024, d'être conforme strictement sur tout concernant les modules de formation. Mais petit à petit, les outils auteurs ont pris d'une part la mesure que la conformité et la création de modules accessibles étaient un enjeu et une obligation. Et petit à petit, du coup, leur développement permettent d'être de plus en plus accessibles et de se conformer de plus en plus aux critères qui sont définis. Donc, pour évoquer les différents handicaps et les personnes qui sont en situation de handicap, ces personnes-là, en fait, ont besoin d'utiliser certains outils pour pouvoir consulter les modules ou consulter un site internet, par exemple, et travailler sur un ordinateur. Typiquement, pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, voire qui sont aveugles, elles disposent d'outils qu'on appelle des lecteurs d'écran, des screen readers, qui permettent de lire le texte, d'avoir une voix off qui va lire pour eux le texte, naviguer via un clavier. Si vous voulez vous entraîner du coup à voir si votre module est accessible, vous pouvez utiliser la touche Tab de votre clavier numérique. Ça vous permet comme ça d'aller d'un bouton à un autre ou d'une case à cocher à une autre. Ça permet un petit peu de faire ce que pourrait faire un lecteur d'écran. Donc c'est une manière un petit peu de voir ce que ça donne de votre côté si vous n'avez pas de lecteur d'écran à proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lecteurs d'écran sont propres et sont différents du coup selon les navigateurs et les systèmes d'exploitation qui sont utilisés. Donc si vous êtes sur je ne sais pas, sur Android ou sur Apple ou sur Windows, si vous utilisez plutôt Chrome ou Safari comme navigateur, du coup, il vous faudra avoir un outil différent. Donc, parmi les plus connus, il y a JAWS qui est hyper connu, NVDA, VoiceOver et TalkBack qui fonctionne lui sur Android. Concernant aussi les difficultés de vision, il y a des logiciels d'agrandissement simplement. Donc ces logiciels-là ne sont pas là pour lire, on va dire, le contenu des écrans, mais simplement pour aider à la lisibilité des informations qui sont présentes à l'écran. Donc l'objectif, c'est d'agrandir la taille des textes et des images. Donc on a la loupe par exemple sur les PC Windows qui est proposée par défaut, que vous pouvez tester et voir par vous-même comment ça fonctionne. Sinon il y a un autre outil qui est payant qui s'appelle Zoom Text Magnifier. Donc voilà, ça permet simplement de zoomer et d'apporter comme ça, de rendre plus lisibles les éléments qui sont affichés à l'écran. Pour les personnes qui ont des difficultés auditives, naturellement, il faut un casque audio. Pour les personnes qui ont des handicaps un petit peu plus lourds, souvent les casques audio sont indissociables du coup des lecteurs d'écran.
Et selon les autres types de handicap, il peut y avoir d'autres outils à mettre à disposition, comme des joysticks, des trackballs, des souris spécialement adaptées pour les personnes avec des en mobilité très réduite, des plages braille, ce genre d'outils complémentaires. Alors, les outils sont importants parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite d'apporter des choses complémentaires pour rendre les modules accessibles. On va réaliser des choses, et Mélina va vous les présenter, parce que ces éléments-là, après, sont utilisés par les outils pour faciliter la lecture, la compréhension des modules, et en tout cas pour aider les personnes en situation de handicap. Là, je vais laisser la parole du coup à Mélina et on va évoquer les différents moyens de rendre petit à petit ces modules plus accessibles. Donc, je te passe la main, Mélina. Merci. Alors, bonjour à tous déjà, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début. Pour rendre ces modules accessibles, un des tout premiers points, en fait, c'est que dès le début, il va falloir réfléchir, en fait, dans la conception même de son module, il va falloir réfléchir à utiliser des activités et une conception qui est pensée pour être accessible. Donc ça va passer dans un outil par l'utilisation d'activités qui sont accessibles. Donc ça fait écho à ce que tu disais, David, juste avant sur les lecteurs ou les liseuses, les plages braille, tout ça, ça va être des activités qui sont lisibles en fait par ces outils. Et les activités proposées par les outils du coup e-learning ne sont pas forcément accessibles. Par exemple, on va penser quelque chose de tout bête, une activité où on demande à un apprenant de cliquer à une zone précise sur une image, elle ne sera pas forcément réalisable par une personne malvoyante. Donc c'est important de choisir. Oui, tu voulais dire quelque chose, David, j'ai vu que tu prenais une inspiration. Là, typiquement, en fait, les modèles d'activités qui sont proposés, donc là, c'est sur l'outil auteur Elucidate. Les activités qui sont accessibles sont symbolisées avec le petit pictogramme d'accessibilité ici. Et de manière générale, toutes les activités qui vont nécessiter un geste complexe pour les personnes en situation de handicap ne seront pas accessibles. Typiquement, un glisser-déposer, en fait, ça implique un geste complexe. Donc, c'est un geste où l'apprenant ou l'utilisateur doit cliquer sur un élément, maintenir le bouton appuyé, et puis après le lâcher à un certain moment donné à un certain endroit. Donc, ce mouvement-là est un mouvement qu'on appelle complexe parce qu'il implique plusieurs choses pour réaliser une action spécifique. Donc, toutes les activités de type glisser-déposer, remise en ordre, où on va déplacer un élément à un endroit, du coup, ne seront pas accessibles et il y a peu de chances qu'elles le deviennent un jour parce qu'il s'agit de gestes complexes. Mais parmi les activités qui sont accessibles, là, on a pris l'exemple d'Elucidate, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'activités, que ce soit des questions ou des situations actives où on va demander à l'apprenant de retourner une carte, par exemple. On a pas mal de choses qui sont accessibles et qui permettent à l'apprenant d'être actif dans son apprentissage. Voilà. Donc voilà, donc c'était le premier point, donc de toujours choisir des activités dès le début en fait qui vont être accessibles ou de proposer systématiquement une alternative pour l'apprenant qui ne peut pas accéder à l'activité. Et donc effectivement, donc on voit bien que pour faire un module accessible, il va forcément falloir faire des compromis à un moment entre parfois ce qu'on voudrait faire des activités, on va dire, un peu plus originales ou interactives pour on va dire l'apprenant lambda et du coup faire quelque chose d'accessible qui sera donc peut-être parfois on aura l'impression d'être un peu limité, mais c'est pour le bien commun. Voilà. Alors ensuite, pour l'accessibilité, une des premières choses qui revient systématiquement, c'est la lisibilité du contenu. Donc la lisibilité des textes, fait partie des premiers critères. Donc la chose la plus évidente, évidemment, ça va être la taille du texte.
Donc un texte, bon, il ne faut pas qu'il soit trop petit, évidemment. Généralement, on va recommander, dans les critères d'accessibilité, on recommande une taille de 16 p minimum. Bon, moi, personnellement, sur les modules, je dirais qu'on peut facilement être 17, 18. Ça, évidemment, ça dépend aussi énormément de la typographie utilisée, parce que même sur des typographies tout à fait lisibles, il y en a qui s'affichent plus ou moins grands, donc ça sera en fonction voilà, du contenu. Il faut aussi pas non plus écrire trop grand, hein, parce que bon, si vous écrivez en 58 et qu'il n'y a plus que 3 mots qui s'écrivent sur votre écran, bon, c'est pas très pratique à lire non plus. Voilà. Donc par rapport à la typographie aussi, là on en arrive aussi à des choses qui sont très importantes. Donc la typographie, il faut absolument éviter les typographies trop fantaisistes. On aime bien des fois mettre des typographies un peu jolies, des choses calligraphiques ou des typographies qui ont des styles écrits à la main, des choses comme ça. Il faut éviter parce que c'est des typographies qui sont moins lisibles. On peut parfois mettre des typographies, on va dire, un peu plus esthétiques, un peu plus fantaisie sur des gros titres, parce que du coup, comme ils vont être très gros, c'est plus facilement lisible, mais vraiment pour les textes, les paragraphes, il faut vraiment rester sur des typographies classiques, Arial, bon évidemment on pense à Arial, Helvetica, Times, bon c'est les typos classiques, il y a plein d'autres typographies qui existent de nos jours qui sont tout à fait lisibles et accessibles. Donc voilà, très important de ne pas faire trop de fantaisie sur le texte, c'est la première chose pour la lisibilité. Donc toujours dans les textes, l'autre chose très importante, ça va être les contrastes sur les couleurs. Parce qu'évidemment, si vous écrivez en noir sur blanc, bon, il n'y a pas de problème, vous serez en contraste maximum et vous passerez sans aucun problème au niveau de lisibilité. Là où ça devient un peu plus compliqué, évidemment, c'est quand on a des chartes avec des couleurs, des choses comme ça, et quand on va vouloir écrire sur certaines couleurs, par exemple, des fois, on veut écrire en blanc, je sais pas, on a un vert sur le fond, et en fait, là, c'est pas assez contrasté, et du coup, pour certaines personnes, ce sera pas lisible. Et pour ça, en fait, il y a des outils, on vous les présentera plus tard, qui existent pour vérifier, en fait, les contrastes, s'ils sont suffisants ou pas, les contrastes entre les couleurs, donc la couleur du texte et la couleur de fond. L'autre chose qu'on voit très fréquemment et qu'il faut éviter, ça va être d'écrire sur des images. C'est souvent qu'on voit par rapport à la transparence. Donc éviter d'écrire en transparence sur des images, parce qu'un texte sur une image, c'est beaucoup moins lisible. Les éléments du fond, ils vont venir perturber la lecture. Donc éviter d'écrire en transparence, ou alors vraiment, là encore, avoir un fond avec une opacité vraiment suffisante pour que ça reste lisible malgré la transparence. Alors après, oui, il faut éviter du coup pour les images. Souvent dans les modules, on va avoir on va vouloir intégrer des éléments images qui peuvent contenir du texte. Donc ça peut être par exemple des schémas ou des tableaux. Voilà, on se dit tiens, j'ai un tableau ou un schéma, et pouf, on l'intègre directement dans notre module, on fait un export SVG, PNG, et pouf, on le met dans notre module. Et effectivement, quand on peut voir, il n'y a aucun problème, on va pouvoir lire le tableau. Mais là, on se retrouve avec des données qui sont absolument pas lisibles pour une liseuse ou plutôt pour une plage braille. Donc, en fait, il faut éviter ce genre de choses. Donc, soit réussir à intégrer, par exemple, un tableau, l'intégrer en tant que tableau du coup dans l'outil. Donc, certains outils le proposent. Ou alors, systématiquement, proposer une transcription, une explication à côté de l'image pour que chacun puisse voir et comprendre le contenu de l'image qu'on a ajoutée. Donc si vraiment c'est impossible de transmettre le contenu autrement que par une image, toujours proposer une explication à côté, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, David ? Oui, j'allais dire,
pour le texte notamment, il y a des polices qui sont recommandées, donc vous pourrez facilement les trouver en ligne. Ce sont des polices qui sont gratuites et habituelles, par exemple sur Windows. Mais l'objectif des polices, comme vous le voyez avec les exemples qui sont présentés à droite, c'est de s'assurer que toutes les lettres soient bien écrites et bien définies, en fait, pour qu'il soit plus facile, en fait, pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, pour que ce soit plus facile à lire. Typiquement, sur le premier exemple, base 89 et base 89, on voit bien qu'il y a deux polices différentes pour afficher le même message, mais que la police qui est à droite, on dirait, détaille mieux la forme des lettres par rapport à la police juste avant. Sur l'exemple qui est juste en dessous, on voit bien que on a 3 caractères qui sont présentés. On a un I majuscule, un L minuscule et un 1. Dans la police de gauche, les symboles sont strictement les mêmes, ce qui peut poser des problèmes de compréhension et de lecture. On peut facilement, on va dire, le remarquer. Donc, Ouais, il y a un d'ailleurs, ensemble de dans bonnes... cet exemple, il y a pas que pour une personne avec des difficultés visuelles ou autres que l'exemple avec les 3 caractères est problématique. Je pense que n'importe qui, là, pourrait être gêné par cette similarité. C'est peut-être que cette police-là est intéressante pour les autres caractères, mais typiquement pour ces 3 lettres-là, ces 3 caractères-là, c'est un petit peu dommage. Et donc, il y a un ensemble de règles et de bonnes pratiques qui sont adoptées pour les textes. Comme Mélina l'a expliqué, il y a des problèmes qui sont liés à l'ajout de tableaux. Il y a des problèmes et des règles aussi d'écriture qui concernent les liens hypertextes, parce que, on va dire, les lecteurs d'écran vont lire les liens hypertextes, donc il faut les formuler d'une certaine manière pour éviter qu'il y ait des répétitions de mots à la lecture des textes par les lecteurs d'écran, ou que on va dire que le lecteur d'écran lise toute la suite de l'adresse URL qui n'a pas vraiment d'intérêt pour l'apprenant. Donc, pour éviter tous ces parasitages pour les lecteurs d'écran, pour les personnes qui n'ont pas le choix que de entendre les contenus des formations, il faut appliquer certaines règles, s'assurer qu'il n'y a pas trop de texte affiché à l'écran non plus, qu'il n'y ait pas de redondance, et voilà, simplement. On va poursuivre avec les images. Ouais. Alors déjà moi, la petite chose que je voudrais ajouter, donc déjà pour maximiser la lisibilité des images, la première chose c'est il faut s'assurer d'avoir des images sources qui soient suffisamment de qualité en fait pour être intégrées dans les modules. C'est-à-dire que si l'image elle est toute pixelisée, que ce soit pour une personne avec des difficultés visuelles ou une autre, ça posera des difficultés de lecture. Donc évidemment, voilà, avoir une résolution suffisante pour que l'image soit bien nette. Attention à ne pas faire l'effet inverse, c'est-à-dire mettre des images gigantesques qui, là, du coup, pourraient faire l'effet inverse de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, des fois, si on a des images trop grandes, elles peuvent ne pas charger ou, au contraire, s'afficher mal, parce que certains navigateurs scalent mal les images. Voilà. Et du coup, après, en fait, pour gagner, on va dire, un peu du temps, parce qu'on a vu qu'il existait des outils qui permettaient de zoomer, ce genre de choses, mais on peut aussi directement dans le module proposer d'agrandir ou de zoomer sur les images. Par exemple, si on a une image, voilà, c'est un petit quelque chose à regarder dans un détail, peut-être mettre une pop-up sur l'image pour que la personne puisse l'afficher en grand écran et pouvoir le voir en plus grand, bêtement. Et ou des zooms, voilà, en fonction du contexte. Encore une fois, c'est toujours contextuel. Sachant que dans le contenu, après, s'il y a des images qui sont décoratives ou des choses comme ça, là, c'est pas utile parce que si on ne voit pas les détails, c'est pas très grave. Voilà pour les images. Donc ensuite, on parle de tout ce qui va être du coup les éléments multimédia, donc vidéo et audio. Alors les vidéos, en fait, il faut les penser du coup dans les deux sens. Donc, et proposer un sous-titrage pour les vidéos qui ont par exemple des voix off ou qui ont des doublages des personnes qui parlent. Et donc là, ce sera pour les personnes qui sont malentendantes, par exemple. Et aussi, du coup, là, pour les personnes qui ont une défaillance visuelle, ça va être plutôt une transcription ou une audio-description de la vidéo, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe dans la vidéo, bêtement. Et au même titre,
pour les fichiers audio, pour les personnes malentendantes, il faudra proposer une transcription, hein. Ça peut être tout bête, hein. Par exemple, vous avez un fichier audio et vous mettez à côté un petit bouton pour dire afficher le script. Comme ça, si la personne elle en a pas besoin, elle regarde pas, et si elle en a besoin, elle a ce qu'il faut. Pour les longs textes, là, ça rebondit sur ce que tu disais, David, par rapport aux personnes qui peuvent avoir des difficultés aussi de lecture ou de choses comme ça. Si vous avez pas mal de textes ou des paragraphes un peu longs, ça peut être intéressant de proposer du coup une version lue du texte, ce qui peut aider certaines personnes chez qui ce sera plus simple d'écouter quelqu'un expliquer, lire le texte. Voilà. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, David. Pour revenir sur les vidéos, par exemple, il faut pas oublier d'ajouter la possibilité, on va dire, d'agrandir la vidéo et de pouvoir la mettre en plein écran. Quelquefois, on a des boutons de commande qui ne permettent pas, on va dire, d'avancer dans la vidéo. On a juste un bouton lecture et puis c'est tout. Quelquefois, la vidéo se lance automatiquement. Je vous recommanderais plutôt, en termes de bonne pratique, de laisser l'apprenant lancer lui-même la vidéo et pas qu'elle démarre automatiquement, et d'ajouter un bouton qui permette à la vidéo en fait de pouvoir s'afficher en plein écran. Oui, puis du coup, effectivement, toujours laisser les contrôles pour que la personne puisse revenir en arrière si elle n'a pas compris quelque chose. Ouais, c'est vraiment une bonne pratique. Les textes alternatifs. Alors, les textes alternatifs, en fait, c'est des textes qu'on peut ajouter du coup sur une image ou sur certains éléments pour décrire ce que c'est. Donc là encore, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas voir. Généralement, ça sert surtout du coup, j'ai déjà perdu le mot, les claviers braille, voilà, les plages braille. Oui, non, les lecteurs d'écran, c'est plutôt pour les plages braille et ce genre de choses. Enfin oui, on se mélange dans les outils. C'est pas grave. Donc c'est un texte qui en fait va être invisible par l'utilisateur lambda qui accède à son module, mais qui va permettre du coup d'avoir pour ces outils une description des images et des différents éléments visuels qui sont importants à la compréhension. Donc il est conseillé d'ajouter ces descriptions uniquement sur des images qui sont vraiment utiles dans le déroulé ou dans le scénario pour la compréhension. Des images qui sont vraiment décoratives, il vaut mieux ne pas leur mettre de texte ou ajouter les commentaires qui font qu'elles sont ignorées par ces outils pour éviter de polluer justement la lecture de l'apprenant qui utilise ces outils. Parce que bon, s'il y a plein d'images que nous on a mis pour que ça fasse joli dans un coin, genre on a mis un petit arabesque dans un coin parce que ça fait joli, la personne qui ne le voit pas, il n'a pas besoin d'avoir image arabesque décorative, bon il s'en fout quoi. Donc voilà. Sur les images qu'on va décrire, il faut être le plus concis et le plus clair possible. Donc vraiment aller à l'essentiel et vraiment penser au but de cette image à la base dans le module et faire une description la plus claire. Il n'y a pas besoin de préciser que c'est une image de quelque chose parce que en fait ce sera intégré directement. Le fait que ce soit texte alternatif inclut directement cette information. Moi je sais que sur certains outils comme Elucidate qu'on utilise beaucoup, ils ont mis en place des options qui permettent de rajouter des textes alternatifs sur des objets d'interface en fait sur certaines activités. Par exemple sur certaines activités avec une loupe sur les images où on peut cliquer sur différents éléments. On peut ajouter en fait un texte alternatif sur ces objets. Donc ça permet du coup en fait d'avoir une double fonctionnalité. Donc certains vont pouvoir cliquer, je sais pas, imaginons là sur le lit, on a une petite loupe et de base les gens ils cliquent, là on pourra dire si on mettrait un texte alternatif sur la loupe et ce sera le lit, et je sais pas si on a des informations à mettre sur le lit, genre par exemple des critères obligatoires, la personne elle clique et du coup de base elle clique sur l'image, sauf que là elle clique sur un texte descriptif. Et en fait, elle aura une expérience similaire à une personne voyante, juste que là, on pourra vraiment lui permettre d'avoir cette activité interactive via ces textes alternatifs.
Voilà, ça permet de rendre des activités qui de base n'étaient pas du tout accessibles et ça c'est vraiment sympa. Tu voulais rajouter quelque chose, David? Je le lis, non. Oui. Simplement, en termes de bonnes pratiques de rédaction, en fait, il faut avoir conscience que les lecteurs d'écran vont informer, on va dire, l'utilisateur de la nature de l'objet. Donc, par exemple, on dit dans un texte alternatif de ne pas indiquer photo de ou image de lit, blablabla, blablabla. Parce qu'en fait, le lecteur d'écran va déjà indiquer qu'il s'agit d'une image à l'utilisateur. Pareil pour les liens hypertextes, je vous en parlais tout à l'heure. En fait, l'outil va indiquer qu'il s'agit d'un lien hypertexte déjà, donc ça sert à rien de le rajouter lien de blablabla, blablabla. Il faut naturellement se focaliser sur le sujet principal pour éviter de perdre l'apprenant dans la description qui est lue. Et c'est un peu comme sur Twitter, hein, il faut aller droit à l'essentiel et absolument se limiter à 125 caractères. On vous a mis un petit exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble au niveau du code en termes de texte alternatif. Là, pour l'exemple qui est présenté là de l'image, en fait, on a simplement le texte alternatif suivant, chambre d'hôpital composée de 2 lits vides et de moniteurs. Ça suffit en termes de description de l'image. Et puis après, l'apprenant passe à la suite. Donc, il faut être vraiment concis, clair, et se focaliser sur l'objet principal pour éviter en fait de perdre l'apprenant à la description des éléments. Et se focaliser uniquement, comme le disait Mélina, sur les images qui sont pertinentes dans le module. Donc quelquefois, il peut y avoir seulement quelques images qui doivent bénéficier d'un texte alternatif parce que c'est nécessaire ou pertinent à ce moment-là, mais il ne faut pas se dire qu'il faut absolument que toutes les images aient un texte alternatif. Il faut le faire uniquement pour celles qui sont pertinentes et qui apportent en fait du sens à la compréhension du scénario ou au contenu des informations présentées. Ouais, les outils pour s'aider en fait à rendre, à vérifier du coup tout ce qu'on a fait avant. Donc on vous a fait une petite sélection d'outils qu'on a trouvés. Il existe une multitude d'outils sur Internet pour tester et générer des choses accessibles. Donc on a plusieurs outils qui vont être là pour en fait vérifier les couleurs. Vous pouvez par exemple rentrer vos couleurs, voir si les contrastes sont suffisants, ou il y a même certains sites qui des fois vont vous leur donner une URL et ils vont vérifier que c'est OK ou pas. Voilà, pareil pour les textes alternatifs, il y a des outils qui existent pour vérifier que vous avez bien mis des textes alternatifs sur les images pertinentes. Généralement, ça va être beaucoup des questions de couleurs, de typographie, tout ce qu'on a vu juste avant. Et en fait, c'est des testeurs, hein, c'est pour vérifier si ce que vous avez choisi et fait, ça fonctionne bien. Sachant que on avait vu qu'il existait plusieurs niveaux en fait d'accessibilité. Je sais que le AAA, généralement, c'est très très difficile à atteindre sur un site internet. Enfin, globalement, généralement, pour faire du AAA, faut faire un Word, quoi. Parce que sinon, c'est très compliqué. Il y a plein d'outils qui existent et du coup certains sont payants. Donc on vous propose ceux-là qui sont plutôt gratuits ou qui ont des périodes d'essai qui sont assez intéressantes. La plupart permettent de faire des rapports et signalent du coup ce qui ne va pas et ce qui doit être corrigé. Donc c'est assez intéressant. Dans votre démarche de rendre des modules accessibles, vous aurez une phase certainement en fait de test des différents outils qui vous permettront de définir les couleurs à utiliser de la meilleure manière, la manière de rédiger du coup vos textes alternatifs. Et petit à petit, une fois que vous aurez défini un style graphique par exemple, une fois que vous aurez identifié les bonnes pratiques en termes de rédaction, vous pourrez moins utiliser ces sites-là et ne plus être abonné, par exemple. Mais au départ, c'est vraiment
une phase nécessaire pour se rendre compte en fait des besoins en termes de contraste, des besoins en termes de rédaction pour avancer dans l'accessibilité des modules. Tu voulais conclure sur cette partie, David, du coup? Oui, en fait, l'aventure en fait de rendre ces modules de plus en plus accessibles, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Lorsqu'on ne connaît pas très bien le sujet ou on se demande par où commencer, etc. Donc là, je vous ai fait une petite liste d'éléments à prendre en compte dans un certain ordre. Après, selon vos habitudes et les activités que vous avez, vous pouvez le faire de différentes manières. Mais par où commencer concrètement? Typiquement, la première chose à faire, c'est plutôt d'accompagner et de sensibiliser les concepteurs, vos collaborateurs et les personnes qui vont créer des contenus digitaux pour que ça ait du sens et pour qu'ils soient dans une démarche de rendre leur module le plus accessible possible. Donc, je l'ai mis en première étape parce que c'est important en fait de sensibiliser au démarrage, mais après c'est bien aussi du point de vue des entreprises d'accompagner les gens sur toute cette démarche d'accessibilité et de travail autour des différents handicaps qui existent. Une des choses qui est facile à faire et qui est la première étape à la suite de la sensibilisation, c'est la possibilité de créer un style graphique accessible. Ce qui est intéressant, c'est que une fois que le style graphique, il a les bons contrastes, il a la bonne police, il a le bon espacement, etc. Une fois que c'est fini dans le style, il suffit de partir de ce style-là. Typiquement sur Elucidate, vous créez un style qui est accessible et vous invitez les gens qui conçoivent des modules à partir de ce style-là. Ça permet d'avoir quelque chose d'homogène et d'accessible sur les problématiques qui sont liées au contraste des couleurs, à la lisibilité, à l'espacement, etc. Donc ça, c'est une base qui est essentielle et c'est une des premières étapes incontournables. Ça fait déjà une grosse partie du travail. Ensuite, il y a des petites choses à agrémenter petit à petit. Dans la conception du module, naturellement, Mélina l'a évoqué, il faut choisir des modèles d'activité accessibles. Donc, il peut y avoir un seul module qui est transversal à tout le monde et qui, du coup, est entièrement accessible, ou on peut avoir un module, une entrée pour les personnes qui sont en situation de handicap, une entrée pour les personnes qui ne le sont pas, et puis proposer des modèles d'activité différentes au sein d'un même parcours. Ça, c'est aussi possible. Mais en tout cas, il faut que les activités proposées soient accessibles et lisibles par les lecteurs d'écran notamment. Ensuite, parmi les choses qui sont simples à mettre en place, avoir conscience qu'il faut agrandir et rendre lisibles toutes les images et les schémas et les vidéos, donc que ce soit à l'aide de pop-up qui permettent d'ouvrir les images en plus grand ou de permettre aux vidéos de pouvoir être mises en plein écran, par exemple. Donc ça, c'est pas très chronophage et ça fonctionne très très bien. Une chose que les gens connaissent et ont l'habitude, en fait, c'est le sous-titrage des vidéos. Souvent, on sous-titre naturellement déjà les vidéos pour avoir une traduction dans une langue étrangère. Le sous-titrage, du coup, permet aussi aux personnes de bénéficier du sous-titrage dans la même langue que celle qui est parlée dans la vidéo. Donc, c'est un sous-titrage avec des fichiers SRT ou VTT. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place et que les gens savent plus ou moins déjà faire. Il y a des outils qui permettent de créer des sous-titres automatiquement, donc n'hésitez pas à vous aider de ces outils-là notamment. Parmi les autres choses à faire ensuite, dans les étapes d'après, il y a l'ajout de textes alternatifs. Simplement avoir conscience des petites règles et des bonnes pratiques à appliquer sur les textes alternatifs, mais c'est assez facile à mettre en œuvre. Ensuite, il y a des choses un petit peu plus longues et qui sont un petit peu plus chronophages, c'est de proposer une transcription pour les vidéos et les messages audio. Donc, ça implique qu'il faut ajouter quelque chose dans l'écran pour permettre l'affichage de l'ensemble du texte. Et enfin, on a aussi la possibilité de faire enregistrer en audio les paragraphes de texte, par exemple. C'est une autre manière de faire, mais c'est quelque chose en plus. Donc,
Typiquement, lorsqu'on réalise des modules de formation, est-ce que ça prend plus de temps de réaliser des modules de formation accessibles? Oui. En fait, faut pas se le cacher, hein, et ça prend plus de temps et ça coûte de fait naturellement plus cher. Mais par contre, c'est important et c'est une obligation d'avoir du coup de proposer des modules de formation le plus accessible possible pour que tout le monde puisse être formé et tout le monde soit égaux dans l'acquisition des connaissances. Donc c'est incontournable et il faut le faire le mieux possible petit à petit. Donc typiquement, le fait de rajouter des sous-titres à des vidéos, de rajouter une transcription, de rajouter du texte alternatif, on va considérer que ça nécessite peut-être 20%, voire 30% de temps en plus à la conception d'un module. Donc c'est pas anodin, mais par contre c'est bénéfique, ça bénéficiera à tout le monde. Mais en tout cas, il y a des outils. Ouais, le penser dès le début, ça peut aussi éviter d'avoir à doublonner après et se dire faut refaire le module pour qu'il soit accessible. C'est ça. Donc, en fait, il faut vraiment être dans une démarche et puis faire les choses petit à petit et accompagner les gens en fait pour que les bonnes pratiques soient appliquées dès le début. Et donc au démarrage, ça sera un petit peu chronophage, mais par la suite, du coup, ça sera bénéfique pour tout le monde et de moins en moins chronophage pour le coup. Donc on va aborder maintenant, j'espère que vous avez peut-être des questions, qu'il y a peut-être d'autres choses auxquelles je n'avais pas pensé, que vous pourrez évoquer tout à l'heure. Moi, ça me tenait à cœur d'évoquer 2 acteurs majeurs du secteur. Pour commencer, il y a l'entreprise Talenteo qui, on va dire, dont le credo est l'innovation numérique au service du recrutement, du handicap et de la diversité. En fait, moi, je les connais un petit peu parce qu'en fait, on était voisins de bureau dans une autre vie. Donc, je suis leurs activités qui sont assez inspirantes. Ils réalisent plein de médias digitaux qui sont inclusifs, des BD, des vidéos, des podcasts, des articles, plein de témoignages. Donc, c'est assez intéressant sur les problématiques de l'accessibilité et du handicap dans le travail et la diversité au sens large. En ce moment, il y a du coup le prix Talenteo Awards en association avec Atout Handicap qui met en avant des actions et qui ont permis de changer des regards sur le handicap. Donc, c'est un prix qui se fait en plus avec des écoles sur la sensibilisation des gens sur ces aspects-là. Donc, il y a toute une communication qui est en cours en ce moment et la remise des prix aura lieu lors de l'Inclusive Day le 10 avril prochain. Donc, n'hésitez pas à aller voir les entreprises, les actions qui sont réalisées et de suivre leurs activités. C'est hyper intéressant et c'est une bonne introduction du coup à la diversité, l'accessibilité en entreprise et dans la formation au sens large. Je vous ai mis le contact de la personne qui gère l'agence, qui s'appelle Stéphane Rivière et qui est très sympa. Naturellement, je ne vous l'ai pas dit, mais on vous mettra à disposition le support qui est présenté. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura aussi un replay de la session d'aujourd'hui. La deuxième entreprise que je souhaitais évoquer, c'est Atout Handicap, qui est un cabinet de conseil et un organisme de formation important qui accompagne depuis 2007 les organisations pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des personnes en fragilité de santé. Donc c'est une équipe assez intéressante qui est engagée depuis un moment dans la formation. Les formations sont blended, donc il y en a en présentiel, il y en a qui sont posées en distanciel. Ils ont plein de conseils RH pour structurer une politique handicap du point de vue des entreprises. Donc ce sont vraiment des compagnons idéaux pour accueillir des démarches d'accessibilité dans les entreprises.
ils ont ils ont un outil auteur et développent du coup des modules de formation qui sont accessibles avec un outil auteur. Donc, ils ont déjà pas mal de réalisations et de clients qui utilisent déjà des modules réalisés. Donc, ils sont pleins de conseils et l'équipe est hyper sympathique. Je vous ai mis le contact de Erwan Le Sceau, par exemple. Et ils sont aussi avec Talenteo en charge de la remise d'un prix qui s'appelle Comme Handicap, qui sensibilise les étudiants aux notions clés du handicap et de ses enjeux. Et l'objectif est de créer cette année une campagne de communication et de sensibilisation au handicap pour 2 entreprises. Donc, il y a aussi une remise de prix qui va se faire là dans les prochaines semaines. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de voir les projets qui sont réalisés, les idées qui sont partagées. Donc, il y a plein de choses assez inspirantes qui sont proposées par Atout Handicap en termes d'ateliers, en termes de formation présentielle et distancielle et en termes d'accompagnement pour les entreprises. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, en tout cas. Les questions ouvertes sont... Voilà, donc Erwan, bonjour Erwan. Donc la remise des prix aura lieu le 2 avril, donc c'est très rapide. Donc c'est la semaine prochaine même. Donc n'hésitez pas à aller voir sur LinkedIn et ou contacter Erwan Le Sceau pour en savoir plus. C'est assez intéressant. N'hésitez pas aussi à voir les choses et les prix qui ont été remis aux entreprises les années précédentes. Il y a plein de choses intéressantes à voir dans la culture des entreprises. Merci pour le lien. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les bonnes pratiques à mettre en place en termes d'accessibilité. Si vous souhaitez être formé ou accompagné dans la démarche de rendre vos formations de plus en plus accessibles, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les formuler. Ou n'hésitez pas à vous exprimer. Ça pourrait être intéressant de savoir quels sont les premiers pas que vous pourriez mettre en place pour rendre vos modules accessibles. Quelles premières choses êtes-vous prêt à réaliser dans vos modules? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui vous effraie le plus dans les choses à faire pour rendre vos contenus le plus accessible possible? Si jamais il y a des choses qui vous inquiètent ou des choses sur lesquelles vous vous sentez prête, n'hésitez pas à l'indiquer. De manière générale, les entreprises, en fait, commencent à prendre conscience que les modules doivent être accessibles. Donc, il ne faut pas avoir peur en se disant « oulala, j'ai 10 ans de retard, mes modules ne sont pas accessibles, il faut que tout soit prêt d'un coup ». En fait, en ce moment, en fait, les entreprises se rendent compte que c'est une obligation et commencent à faire la démarche de rendre les modules de plus en plus accessibles. Et puis, il y a différentes choses qui sont faites selon les entreprises, selon les modules qui sont réalisés, selon à qui ils s'adressent. Donc, c'est vraiment une problématique qui devient importante en ce moment parce que c'est une obligation légale, mais aussi parce que il y a plein de manières plein de manières de faire, pardon. Il y a plein d'outils qui permettent aussi d'accompagner et d'aider à la réalisation des modules pour qu'ils soient le plus accessibles possible.
Alors oui, en fait, comme je le disais, Séverine, avez-vous aujourd'hui plus de clients qui souhaitent des modules accessibles malgré le surcoût associé? En fait, ça se fait petit à petit. En fait, il est assez rare qu'une entreprise nous demande un module strictement accessible, de A à Z parce que c'est assez difficile, et c'est un petit peu plus long. Mais surtout, en fait, les entreprises n'ont pas envie, ils ne sont pas prêts à lâcher, plus d'argent pour rendre les modules le plus accessible possible. Bien qu'il le faudrait, en tout cas, elles ne sont pas encore dans cette démarche-là. Donc, en fait, on rend les modules petit à petit le plus accessible possible. Donc, on va proposer du sous-titrage, du texte alternatif, choisir avec un style graphique, on va être sûr, par exemple, que les couleurs sont contrastées, que la police est lisible, que les images sont en grand. Donc, on peut faire pas mal de choses qui n'apportent pas vraiment une charge importante dans le coût du module, mais il est assez rare que les clients nous demandent des modules avec toutes les transcriptions, que tous les messages, qu'il y ait des messages audio pour tous les pour tous les paragraphes de texte. Ça, c'est très très rare. Je vais partager notre présentation. Je crois que c'est possible de partager dans le chat directement le document. Comme ça, hop. Donc, Oui, en bon, fait, la le mission lien est bâtard. d'accessibilité, oui. Comme le Voilà, c'est disait, juste comme le pour dit télécharger du le coup document. Erwan dans le chat, du coup, en fait, ça dépend des cahiers des charges. Et Erwan indique que du coup, ils ont eu l'obligation de créer des modules qui soient accessibles. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les cahiers des charges, mais c'est pas encore systématique. La Mélina nous a mis un lien pour récupérer le support présenté. Et à l'issue du coup de la session, vous aurez le replay vidéo qui vous sera proposé. L'accès n'est pas partagé par défaut. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur le handicap ou sur d'autres sujets. Il y a d'autres webinaires qui sont prévus prochainement. Il y a un webinaire qui aura lieu le mois prochain qui va porter sur, je crois que c'est sur la gamification ou l'évaluation. En tout cas, les deux sujets vont être abordés dans les prochains webinaires, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à parler de ces webinaires-là pour toucher le plus de monde possible. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et on va fermer l'événement. Merci.